Je vais vous parler d'un thème assez vaste. Donc moi j'ai fait un PowerPoint mais pas très joli parce que je suis entre le pas de PowerPoint et le PowerPoint sophistiqué. Ça va être un panorama sous l'angle particulièrement des pouvoirs et de la critique des médias, mais pas seulement. Je précise que ce que je vais vous présenter là, normalement, ça me tient un semestre entier, donc ça va être très très compact. Pour commencer, alors justement comment je fais pour... Voilà, c'est ça. Je vais finir par y arriver. À la fin de mon exposé, j'aurais compris. Donc, 1945, Stunde Null des médias. Excusez-moi, je vais devoir mettre un petit peu de mots en allemand par-ci, par-là. Donc, est-ce que c'est l'heure zéro des médias pour l'Allemagne après 12 ans de dictature nazie? Le terme évoque le fait de faire table rase. Ça ne correspond pas à la réalité. C'est plutôt un mythe fondateur de la RFA. La caractéristique fondamentale pour la RFA après 1945, c'est le fait que c'est un système qui a été réinventé, pas par les Allemands, mais par les Alliés. En négociation avec les Allemands en partie, mais en tout cas avec une visée politique qui était donc de rééduquer les Allemands à la démocratie et par là même de fonder une nouvelle culture politique et une nouvelle culture sociale. Pour cela, donc, les Alliés se fondent sur une procédure de dénazification qui, on le sait, n'a pas été menée de manière aussi conséquente que prévu, pour des raisons surtout de ressources humaines, c'est-à-dire qu'il fallait bien employer des gens et que tous avaient vécu pendant la période nazie et s'étaient arrangés de cette période aussi. Mais dans les médias, qui est un domaine considéré comme particulièrement central, le renouvellement a été plus poussé. Donc c'est une césure plus importante que dans d'autres domaines. Tout particulièrement, après donc une période de mainmise totale de l'État sur les médias, la réflexion porte sur le rapport à l'État, précisément. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a à la fois une rupture et une continuité. Je ne vous ai pas mis ça en titre parce que c'est tellement bateau, mais voilà, rupture et continuité, et en une évolution au fil du temps. Alors, première période, entre 1945 et 1949, donc une période d'occupation par les Alliés. Avant la fondation de la RFA, le contrôle allié s'exerce dans tous les domaines et pose des jalons, en partie des jalons pour la suite. En ce qui concerne les médias, donc les médias qui existaient sous le national-socialisme sont interdits, et en théorie également, les journalistes ayant travaillé dans des médias pendant la période nazie ne peuvent plus exercer ce métier. Je dis bien en théorie parce qu'ensuite on va être un peu plus souple dans la réalité. Tout d'abord, on a uniquement, donc jusqu'à l'automne 1945, les journaux et les radios des Alliés, puis ensuite vont être fondés des journaux et des radios qui sont faites par des Allemands, tout particulièrement en ce qui concerne la presse. Donc on va fonder de nouveaux journaux par un système de licence, dont je vais parler tout de suite après. Donc le rôle des médias, c'est de contribuer à la réunification. La dénazification dans ce domaine est partielle, comme je viens de l'expliquer, et l'intervention des Alliés se fait tout autant dans le domaine de l'organisation des médias, de manière à garantir un pluralisme, mais aussi dans les pratiques journalistiques, ce dont je vais parler tout de suite après. Voilà. Donc, je vais d'abord parler de la presse entre 1945 et 1949. On est donc dans un système de licence, c'est-à-dire qu'on doit demander l'autorisation du gouvernement allié de la zone dans laquelle on se trouve pour publier un journal, donc un nouveau journal. La question qui se pose est, est-ce que ce sont de nouveaux acteurs qui fondent ces nouveaux journaux? Comme je l'ai dit, ça n'est pas aussi strict que ça avait été prévu. Et on trouve dans les rédactions en fait une très grande hétérogénéité. Il y a des gens qui n'ont jamais travaillé comme journalistes, des jeunes, il y a des anciens journalistes, il y a quelques exilés, quelques journalistes exilés revenus, mais qui ne sont pas du tout majoritaires, en tout cas dans les zones occidentales, qui sont les plus importantes ici, puisque je suis censée parler de la RFA. Ce qui d'ailleurs pose un petit peu problème, parce que RFA et RDA sont quand même très liés, et en particulier sur les médias, il y a, disons, un phénomène de transnational assez important. Alors, ce nouveau paysage de presse, de quoi il se compose? Surtout de grands journaux régionaux. Ça, c'est le modèle favorisé par les Alliés. Des grands journaux régionaux qui sont donc censés être suffisamment solides économiquement pour ne pas se retrouver dans la même situation, dans la situation qui avait caractérisé la République de Weimar, dans laquelle des très petits journaux étaient fragiles économiquement, ce qui avait mené à une très forte concentration et à l'émergence aussi de grands groupes qui ont favorisé l'arrivée des clercs au pouvoir. En ce qui concerne les pratiques journalistiques, on constate également une importation
au moins partielle, d'un nouveau modèle de journalisme qui n'est pas du tout traditionnel en Allemagne, celui du journalisme anglo-saxon, dans lequel on distingue entre les textes d'information et les textes d'opinion. Alors ça c'est un idéal, ça ne veut pas forcément dire que c'est réalisé, mais en tout cas c'est un modèle qui est imposé en Allemagne par les alliés occidentaux, pas par la France, mais par la Grande-Bretagne et les États-Unis, donc qui sont majoritaires. Donc, il s'agit de rendre compte des opinions, mais pas d'émettre soi-même des opinions dans des textes à visée informative. Tout ça pour éviter que la presse ne serve à nouveau d'outil de propagande. Donc on a ici une césure très forte, autant avec la période nazie qu'avec la période de la République de Weimar, d'avant le nazisme. Donc il y a vraiment une obligation d'adopter ce modèle, il y a vraiment des consignes très strictes. Mais cependant, ce modèle il est adopté de manière partielle, puisqu'on n'a pas en Allemagne, par exemple, la séparation entre une rédaction d'information et une rédaction d'opinion, comme on peut avoir dans des journaux anglo-saxons. C'est-à-dire les mêmes journalistes font les deux. Et ça, c'est une différence quand même assez forte. Mais cette séparation, donc information et opinion, elle va avoir une fonction identitaire pour le journalisme allemand à partir de cette période. Ensuite, alors ce que vous avez là, ça c'est la première licence dans la zone américaine attribuée à ce qui va devenir la Süddeutsche Zeitung. Alors, non, je ne vais pas le précédent. Voilà. Maintenant, ce qui concerne l'audiovisuel. Donc l'audiovisuel, les premiers instituts de l'audiovisuel, ce sont des instituts parce que c'est une organisation régionale, sont fondés sous contrôle allié dans les différentes zones d'occupation. Le modèle, c'est un audiovisuel de droit public et régional. Et il va y avoir un conflit entre puissants alliés et politiques allemands sur l'influence de l'État. C'est-à-dire que les politiques allemands, eux, verraient bien comme modèle le modèle de la République de Weimar où l'État contrôle les médias, en particulier l'audiovisuel, sans aller jusqu'à l'excès, évidemment, comme on a connu sous la période nationale-socialiste. Les alliés, eux, voient plutôt un modèle, selon, disons, le modèle de la BBC. Donc on va finir par trouver un compromis qui est que les instances, les institutions, les instituts, disons, de l'audiovisuel public sont contrôlés par ce qu'on appelle les groupes importants pour la société, donc disons, des représentants de la société civile. Ça peut être autant des représentants des seniors, des représentants des blessés de guerre, des représentants des jeunes, enfin selon le land, il y a donc, comme ça une liste des gens disons des organisations qui envoient des représentants dans les conseils de ces instituts. Alors, ensuite, on arrive à la fondation de la RFA en 1949, donc le cadre juridique. Qu'est-ce que c'est? D'abord, le Grundgesetz, la loi fondamentale, garantit la liberté d'expression et d'opinion, et elle les garantit très explicitement, c'est-à-dire c'est redit 3 ou 4 fois par des formulations différentes, de manière à ce qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur la question. En ce qui concerne les médias relèvent de la compétence des Länder, donc pas de l'État fédéral, mais des Länder, et ces Länder adoptent des lois sur les médias. Chacun adopte une loi sur les médias qui se ressemble très fortement. Je fais un saut dans le temps, juste pour vous dire que c'est le système dans lequel on est toujours, auquel s'est ajouté, ou se sont ajoutés, les nouveaux Länder qui ont rejoint la RFA après la chute du mur et la réunification. Le système médiatique de RFA n'a pas changé avec la réunification. Simplement, on a absorbé ce qui venait de l'Est, disons. Le système de l'Ouest a été consolidé, la presse de l'Est a été privatisée et l'audiovisuel de l'Est a été absorbé dans le système existant. Alors, je reviens maintenant donc au début de la RFA, ou à la suite d'ailleurs aussi, et au lien entre presse et pouvoir. Alors, après 1949, il n'y a plus d'obligation de licence, donc n'importe qui peut publier un journal, et c'est là qu'on voit arriver les anciens éditeurs et anciens journalistes qui n'auraient pas eu d'autorisation de publier un journal avant. Par exemple, la Frankfurter Allgemeine Zeitung, donc grand quotidien suprarégional, n'est fondée qu'en 1949, parce que certains de ces journalistes ont encore travaillé sous la période nazie. Ce n'étaient pas des nazis pour autant, et c'était une situation très particulière, mais en tout cas, ils n'auraient pas pu publier un journal avant 1949. L'arrivée de tous ces anciens éditeurs fait qu'on a une explosion du nombre de titres, et par conséquent aussi une disparition de journaux, parce que la concurrence est très forte. Et l'allemand qui a des mots pour tout a donc créé le mot Zeitungssterben, donc ça c'est la disparition des journaux. Donc une concentration très forte.
Ce qui caractérise ce paysage médiatique de presse aussi, en ce qui concerne les groupes, c'est l'existence d'une logique de branche, c'est-à-dire que les groupes de presse sont en Allemagne des groupes de presse. On connaît en France le phénomène de groupes de presse qui sont une branche de groupes industriels plus vastes. Je pense à Dassault, je pense à Lagardère, enfin, il y a des tas d'exemples. En Allemagne, on n'a pas ça. C'est-à-dire que les grands groupes de presse, comme je le dis, sont vraiment des groupes de presse. Ce qu'on constate également, c'est la présence de partis politiques dans le paysage de la presse en Allemagne, en particulier le SPD, donc Parti social-démocrate, qui après 1949 va récupérer certains de ces journaux qui avaient été confisqués et interdits par les nazis. Donc ça existe. Et ce qui existe également, ce sont des aides à la presse qui sont certes beaucoup moins importantes qu'en France, mais qui existent quand même sous différentes formes. Alors, pour l'audiovisuel, donc après 1949. En ce qui concerne l'audiovisuel, en Allemagne, la RFA n'a récupéré la souveraineté sur l'audiovisuel pas en 1949, mais seulement en 1955, au moment de l'entrée en vigueur de ce qu'on appelle le Deutschlandvertrag en allemand, c'est-à-dire les traités de Paris, qui mettent fin au statut d'occupation. Donc pour l'audiovisuel, c'est plus tardif. On est toujours au début dans un monopole, donc d'instituts régionaux, Rundfunkanstalten, c'est le mot allemand, d'instituts régionaux de droit public. Ces instituts régionaux produisent des radios, chacun dans sa région, et ensuite se regroupent dans une sorte d'association qui s'appelle l'ARD, je vous passe le titre détaillé, se regroupent dans l'ARD en 1950 parce que faire de la télévision chacun tout seul dans son coin, ce serait trop cher, et par conséquent, ils vont faire une télévision ensemble. C'est comme ça qu'ils créent la première chaîne en 1952, ARD 1. C'est une chaîne qui est produite ensemble, c'est disons une chaîne patchwork. Chaque institut régional contribue pour une partie des programmes. Donc par exemple, les émissions d'information sont produites par tel institut, les émissions de divertissement par tel autre, et à la fin on a quand même une seule chaîne. Et le téléspectateur, lui, ne voit pas forcément par qui ça a été produit. En 61-62 est fondée la deuxième chaîne de télévision, je vais revenir sur son histoire après, le ZDF. Et en 64 sont fondés ce qu'on appelle les Dritten Programme, c'est un pluriel, donc ce sont les troisièmes programmes, ce sont des programmes régionaux, ceux-là. C'est-à-dire selon la région où vous êtes, vous captez tel ou tel programme régional. Enfin, en 1986, un arrêt de la Cour constitutionnelle, très importante en Allemagne pour le droit des médias, comme en Italie, on l'a dit tout à l'heure. Un arrêt de la Cour constitutionnelle autorise l'existence d'un audiovisuel privé, et on entre donc dans un système mixte où coexistent audiovisuel public et audiovisuel privé. Ce qui va mener à un traité interétatique, ça veut dire un traité entre les Länder en 1987, pour donc appliquer cette autorisation. Ce qui ne met pas en danger l'audiovisuel public pour autant, c'est-à-dire que la Cour constitutionnelle lui attribue une fonction de service de base qui n'est pas un service minimum. C'est-à-dire qu'il faut que cet audiovisuel public continue à exister et soit financé. Ça, c'est la condition. Et sont créés à ce moment-là ce qu'on appelle des Landesmedienanstalten, qui sont des instances de régulation régionale pour l'audiovisuel public. En ce qui concerne la question de la concentration, elle ne sera traitée qu'en 1997. Donc ça, c'est hors de la période que vous avez à traiter. Le lien maintenant entre l'audiovisuel public et l'État. Et là, on va retrouver des choses dont on a parlé pour l'Italie. Alors, première question déjà, qui est l'État en Allemagne? C'est un petit peu compliqué. Puisqu'on a l'État fédéral, on a les Länder, on a les communes, et dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, les partis politiques relèvent aussi de l'État, puisque leur finalité, c'est d'arriver au pouvoir. Donc ça fait ces 4 niveaux. Le niveau qui a essayé le plus d'intervenir sur l'audiovisuel public, c'est le niveau fédéral, en particulier en 1960, lorsque le chancelier Adenauer essaye de fonder une nouvelle télévision, une nouvelle chaîne de télé, qui soit, ça peut paraître un peu paradoxal, mais qui serait à la fois privée et contrôlée par l'État fédéral. Tout ça pour des raisons politiques, parce qu'il trouvait que l'audiovisuel public en Allemagne était vraiment beaucoup trop de gauche pour lui. Ce qui n'est pas tellement le cas, mais voilà, tout est relatif. Cela mène à une plainte devant la Cour constitutionnelle. Je vous ai mis son titre en allemand, Bundesverfassungsgericht, c'est un nom typiquement allemand à rallonge, mais en fait c'est pas très compliqué.
Donc le Bundesverfassungsgericht, son premier jugement de 1961, c'est le premier jugement sur l'audiovisuel. On l'appelle aussi la loi fondamentale de l'audiovisuel en Allemagne. Et qu'est-ce que dit ce jugement? Premier point, il confirme que tout ce qui relève des médias relève des Länder, donc c'est au niveau des Länder que ça doit être organisé. Et deuxième point, encore plus important, c'est la notion de Staatsferne, de distance par rapport à l'État. Donc les médias doivent avoir une certaine distance par rapport à l'État. Ce qui veut dire que le projet de Adenauer tombe à l'eau, évidemment. La conséquence, c'est que c'est à ce moment-là que les Länder vont fonder le ZDF, qui relève d'eux. Donc c'est aussi à leur niveau. Donc la deuxième chaîne de coûts. Ensuite, toujours dans le lien entre l'audiovisuel public et l'État, le financement. Alors attention là, le financement c'est fait par une redevance, mais cette redevance n'est pas un impôt. Parce que si elle était un impôt, à ce moment-là, ça passerait par le budget de l'État et ça ne garantirait pas la distance par rapport à l'État. Donc la redevance est une taxe spécifique. Alors, autre point également sur le rapport avec l'État, c'est aussi le rapport avec les partis. Alors, les partis politiques ont une très grande influence sur l'audiovisuel public en Allemagne, contrairement d'ailleurs à la représentation qu'on a très souvent en Allemagne. Comment? Alors là, c'est plus de manière, disons, officieuse. La première chose, c'est qu'il existe dans les instituts de l'audiovisuel public ce qu'on appelle des cercles d'amis, c'est-à-dire ça ressemble un petit peu à des groupes parlementaires. Les gens qui siègent dans les conseils d'administration et tout ça, se regroupent par cercles d'amis, qui sont des cercles d'amis par parti politique. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a aussi une répartition des postes par un système de proportionnel entre les partis. Donc en Italie, ce sont les chaînes qui sont réparties entre les partis. En Allemagne, ce sont les postes. Par exemple, rédacteur en chef CDU, directeur CDU, rédacteur en chef SPD, et ainsi de suite. Et ça, c'est un système officieux, mais qui existe depuis très longtemps, mais ça n'est écrit nulle part. Et là, par exemple, la Cour constitutionnelle ne peut rien faire, parce que précisément, c'est un système non écrit. Ce qui veut dire donc, pour revenir à la question des représentations, il y a en Allemagne un mythe professionnel très important qui est celui du journalisme indépendant de l'État. La réalité est beaucoup plus compliquée que ça. Mais on comprend la nécessité de ce mythe professionnel qui est évidemment aussi une manière de se définir en contraste avec la période nazie. Je ne sais pas du tout combien de temps il me reste. Quasiment. Ah oui, c'est ce que je craignais un petit peu. Donc, alors là, je passe très rapidement. Donc, ça, vous pouvez le retrouver donc, dans l'article publié dans le recueil dirigé par Christian Delporte. J'ai aussi publié un article sur les médias à Berlin, qui peut vous aider là-dessus aussi. Donc, les médias comme quatrième pouvoir, ça c'est quelque chose ici de très important en Allemagne. Le fait que les journalistes allemands se considèrent comme, disons, des rivaux des politiques, sont susceptibles d'imposer des choses contre les politiques aussi. Et pour conclure, donc je ne traiterai pas le reste, mais ça c'est pas très grave, pour conclure là-dessus, je voudrais citer le cas par exemple de la conférence de presse fédérale, la Bundespressekonferenz, dont il a beaucoup été question ces derniers temps en Allemagne à cause de ce qui s'est passé à une conférence de presse à la Maison Blanche, où donc les médias allemands n'ont pas arrêté de répéter, mais chez nous ça ne pourrait pas se passer. Et c'est tout à fait vrai, parce que la conférence de presse fédérale est une conférence de presse qui est organisée par les journalistes. Donc ce n'est pas les politiques, par exemple, ce n'est pas Angela Merkel qui invite les journalistes et qui les reçoit, ce sont les journalistes qui invitent les politiques et qui les reçoivent, et ce sont eux qui distribuent la parole et eux qui posent les questions, ce qui est effectivement une différence très importante. Voilà, je voulais aussi après vous parler un petit peu de 68, etc., mais tout ça vous pouvez le retrouver donc dans l'article en question, je m'arrête là parce que je ne peux pas dépasser longtemps. Merci.